Moi j'ai 4 ans et mon rêve c'est de rencontrer les licornes. Entreprends tes rêves, podcast des rêveurs qui passent à l'action. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. Entreprends tes rêves, le podcast des rêveurs qui passent à l'action. C'est une invitation à entrer dans les coulisses de l'entrepreneuriat avec mes invités. C'est 2 lundis par mois et sur toutes les plateformes d'écoute. Je suis Alexandre et mon rêve c'est de faire le tour du monde. Mon rêve, c'est de créer un podcast. Et après, comment je ferai le tour du monde? J'aurai un sac à dos. Mon rêve, c'était d'être Claire Chazal. J'ai rêvé d'être pilote de F1. Mon rêve, c'était d'être artiste peintre. Et aussi de aller sur la lune et de être libre. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. Rendez-vous sur Les Vedettes en scène. Et si vous entendiez avec vos yeux? Dans cette seconde partie d'épisode, Anthony, fondateur de Reflect, continue d'aborder sa vision du monde. Installe-toi confortablement pour continuer à prendre le temps. Belle écoute. Alors, une question que j'avais envie de te poser quand on a préparé l'entretien, Anthony, c'est Oui. le statut. Dans tes statuts, tu es estampillé ESS, et j'aimerais bien que tu développes un petit peu là-dessus parce que au-delà juste de ESS qui peut être un petit peu fourre-tout, il y a une vraie démarche autour de ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Mais complètement. C'est vrai que donc, si tu veux, ESS c'est pour économie sociale et solidaire. Donc c'est des entreprises qui vont s'inscrire dans un contexte qui n'est pas juste un contexte commercial, même si encore une fois il faut quand même que la boîte tourne, mais tu t'engages aussi également à, par exemple, rémunérer tout le monde dans des ratios qui sont cohérents, qui sont corrects. Tu ne peux pas, par exemple, dans ces genres de dispositifs, tu ne peux pas avoir des écarts de salaire qui soient monstrueux. Tu t'engages aussi à considérer la planète dans l'équation, avec des KPI, donc des Key Performance Indicators, donc vraiment des actions que tu t'engages à mener pour justement en fait, t'assurer que ton produit fait du bien. Dans ce contexte-là, moi, naturellement, j'ai envie de dire presque, tu vois, tu fais un projet social qui fait de la technologie, bien sûr, mais au cœur de ce que je propose, il y a l'humain. Donc ne pas le labelliser ESS, c'était contre nature, encore une fois, ça n'aurait pas eu de sens. Tu t'engages aussi à travailler avec des partenaires locaux sur le territoire. Et en fait, moi, c'est mes valeurs, tout ça. Le côté vraiment, on travaille en local avec ce qu'on a autour de nous, j'adore. Tu vois, je vais faire un parallèle qui vaut ce qui vaut, hein. Mais moi, par exemple, aujourd'hui, quand je vais acheter mes fruits et mes légumes, j'essaie de me forcer à me dire, en fait, mes potes sont producteurs, ça me fait prendre la voiture, mais en fait, c'est grâce à eux, tu vois, que je pourrais manger mieux. C'est grâce à eux, en fait, qu'aussi qu'on peut montrer qu'il est possible de consommer différemment. Et en fait, je trouve qu'à vouloir tout externaliser, faire à l'étranger, réduire les coûts, en fait, on passe encore une fois à côté d'un truc fondamental, qui est qu'on travaille avec des gens, et on travaille dans un écosystème où il faut être juste. Et moi, la justice, c'est un autre concept qui est fondamental chez moi. On fera un épisode sur la justice entier avec Anthony parce que c'est un gros sujet. La question qui me vient, c'est que ta boîte, elle est basée à Montpellier. Ouais. Tu lances un produit qui est pionnier. Est-ce que tu avais justement suffisamment de partenaires locaux en Occitanie, je vais rester en Occitanie, pour développer ton produit? Est-ce que, on va dire, il y avait déjà l'écosystème? On a quand même une région dans laquelle il y a beaucoup de gens qui savent faire des trucs très bien et très variés. Typiquement en électronique, il y a plein de boîtes qui font des choses. En développement, il y a plein de boîtes qui font des choses aussi. Quand on a démarré le projet, bien sûr, quand tu conçois ton prototype, ce que tu veux, c'est que le truc marche. Donc, on a fait des choix, des arbitrages pour avoir quelque chose qui tourne. Valider l'usage, ça passe avant tout. Maintenant, dans une volonté de passer à l'échelle et de vraiment industrialiser notre produit, c'était vraiment fondamental d'avoir des partenaires locaux. Pourquoi? Déjà, moi, je suis hyper attaché au contact physique. Tu vois, par exemple,
Moi, aujourd'hui, je fais un parallèle avec le téléphone, mais les SMS ou écrire sur le téléphone, ça me saoule. Appelle-moi ou viens me voir. C'est un truc qui m'agace. Donc, je préfère parler avec les gens. C'est un truc qui est inné chez moi et j'adore faire ça. Donc, quand je sais que j'ai mon partenaire qui est loco, ça signifie que si j'ai un problème, je peux le voir. Ouais. Ça signifie qu'on peut échanger humainement autour de la vision de ce qu'on fait. On n'est pas en train de nouer juste un partenariat commercial. On est en train de partager une envie de faire quelque chose ensemble. Encore une fois, l'intention, ça n'a rien à voir. Le cheminement n'est pas le même. Donc, il y a tout ça qui rentre en jeu. Et puis, tu as aussi des entreprises qui font un travail super sur l'inclusion des personnes handicapées, qui pour moi est aussi fondamental dans le projet, notamment des ESAT. Donc, il y en a une qui s'appelle APF à Montpellier, APF 34, qui font un travail formidable. Ils embauchent, je crois, 80% de personnes en situation de handicap. C'est énorme. Et ils font plein de trucs. Ils font plein de choses. Tout le monde pense que les ESAT, elles font de l'assemblage et du packaging. Pas du tout. Ils savent faire de la tech. Ils ont des mecs qui font de l'électricité. Ils savent faire de l'impression. En fait, derrière ce que tu dis, on a l'impression que les ESAT font peu de choses. Je crois que c'est aussi parce que quand on n'est pas handicapé, on a une méconnaissance. Tant que ça ne nous concerne pas et que ça ne nous dérange pas, comme tu le disais en début d'interview, on ne se met pas à la place d'eux. Donc on a une... Mais moi la première, quand je dis on, c'est... Voilà, c'est... Du coup, on imagine que le handicap est forcément moteur, on n'a pas forcément la conscience des handicaps invisibles qui sont les autistes légers, les malentendants, les sourds. Donc l'invitation, tu vois, que j'ai envie de faire dans cet épisode, c'est vraiment d'essayer peut-être à un moment donné d'essayer de se mettre à la place de ces personnes-là handicapées. Alors je sais pas comment on peut le faire. J'ai un exemple qui me vient en tête personnel, c'est que je suis allée à une session de sport de tennis et une fois par an, ils font une session où on n'entend pas les gens, on n'entend pas, on met des casques et en fait ça change ta manière de jouer. Le massage, j'en discutais avec une masseuse et elle me disait mais les gens qui sont aveugles ont une manière de masser qui est unique. Mais c'est évident. Et donc l'invitation, et comment on pourrait faire pour se mettre à la place d'un handicap finalement, Anthony ? Déjà, je pense que c'est... J'adore tes questions. C'est toujours... on va y passer 4 heures. On va y passer 4 heures. Mais c'est super intéressant l'axe de développement que tu proposes là, parce que déjà, je pense que ne serait-ce que concevoir que l'autre a un handicap, mais que c'est pas quelque chose qui est un problème, déjà, c'est encore une fois l'intention, la manière de voir la personne en face de toi n'est pas du tout la même. Donc, je pense que, au même titre qu'on parle beaucoup d'empathie, se mettre à la place de l'autre, pour moi, teste le handicap. Mets-toi un bandeau sur les yeux, 1 heure, même pas, fais ça 5 minutes. Déjà, c'est énorme. Ouais. Mets-toi un casque anti-bruit pendant 5 minutes. Et je pense que quand tu as l'ouverture d'esprit de t'intéresser à ça et de te mettre à la place de quelqu'un d'autre, en fait, tu as fait la moitié du chemin. Parce que dans ton rapport à l'autre, demain, tu seras plus pareil. Tu pourras plus véhiculer le même message, tu seras plus attentif. Et en fait, c'est 0, c'est gratuit. Ok, alors l'invitation, ce serait effectivement essayer de vous bander les yeux et peut-être pas les deux en même temps. Franchement, pour les plus cocasses, faites les deux en même temps. Alors faites les deux en même temps. Prochaine invitation, juste pour vous mettre à la place d'eux. Ça va peut-être... changer quelque chose, on va voir, on expérimente en tout cas. Accroche-toi, je t'invite à fermer les yeux et à rester dans le silence durant au moins, je dis bien au moins, 30 secondes. Cap ou pas cap? Moi, je suis convaincu que ça changera quelque chose, puisque je me rends compte même qu'à travers ce projet, et c'est pour reboucler un petit peu, si tu veux, sur l'intention, encore une fois, et le pourquoi est-ce que je suis dans ce projet-là. Ce qui est génial aujourd'hui, c'est que j'ai l'occasion de parler de tout ça. Que ça soit parce que ça soit à travers des concours, que ça soit télévisé ou autre, à travers ton micro, même à travers les réseaux. Ne serait-ce que d'en parler, le nombre de personnes autour de moi, même des potes, je te jure, qui maintenant ont des enfants qui apprennent le langage des signes ou le bébé signe. Des trucs qu'il y a 10 ans, ils n'auraient jamais fait, tu vois. Ouais. Moi, je l'ai fait avec mes enfants, c'était génial. Mais toi, tu as l'ouverture d'esprit de base. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont juste pas conscients que
ça demande peu d'ajustements et que c'est ultra bénéfique. Et qu'en fait, il faut arrêter de voir le handicap comme un problème. Moi, j'aime beaucoup le voir comme un outil. Tu vois, aujourd'hui, mes parents, ils sont sourds, on ne leur redonnera pas l'ouïe. C'est pas, je ne suis pas en mesure de le faire. En revanche, ce que je peux faire, c'est de comprendre ce que ça implique chez eux et d'être à leur niveau quand je suis avec eux. Mais c'est la définition de l'empathie, en fait. L'empathie, c'est se relier. C'est-à-dire se mettre à la place sans absorber ce que peut vivre l'autre comme injustice ou comme manque. Tu vois, tu décrivais ton papa comme peut-être aigri par l'injustice de son handicap. Bien sûr. L'empathie, c'est ok, je vais vers toi, j'essaie de comprendre comment tu fonctionnes. C'est ça. Et c'est d'autant parfois plus difficile parce que la différence, ça crée de la tension dans la relation. Bien sûr. C'est comprendre comment tu fonctionnes. Ok, toi t'entends pas, donc je vais essayer de m'adapter à ça, je vais essayer de bouger par rapport à ça. Et je crois que la définition de l'empathie, c'est celle-là que je donnerais. C'est vraiment, ok, quelqu'un n'entend pas, j'essaye de me mettre à sa place et je me mets déjà juste à sa place de façon neutre, tu vois. Et ce que je trouve intéressant dans ta posture, c'est qu'elle est presque décorrélée de l'émotion. C'est-à-dire, tu le disais en début d'interview, je cherche à résoudre des problèmes. Ouais. Et c'est quelque chose de technique et de neutre. Et pas froid, hein, c'est pas ce que je veux dire du tout. Oui, je comprends. En ça, je trouve que c'est intéressant parce que, du coup, c'est libéré de l'émotionnel. Complètement. Tout à fait. C'est très juste ce que tu dis, parce qu'après, si on met trop d'émotionnel aussi d'un point de vue vraiment entreprise, ou d'un point de vue structure de produit, tu peux vite t'y perdre également. Mais comme tu l'as très justement dit, et je pense que tu as donné la meilleure définition possible de l'empathie, d'ailleurs c'est ça qu'il devrait écrire dans le dictionnaire empathie, il y a ce rapport qui n'est pas du tout froid, qui est se mettre à la place de l'autre de manière neutre, pour ne pas le faire, pour moi de mon point de vue, ne pas lui faire sentir qu'il est différent, qu'il a un problème. T'entends pas, je vais faire l'effort d'articuler, parler moins vite, mimer. Je suis juste en train de te faire comprendre qu'en fait je comprends que t'entends pas. Et donc du coup mon boulot, c'est d'essayer de communiquer avec toi de manière vraiment la plus neutre possible. Comme si tu entendais, ou comme si moi j'entendais pas plutôt. Et je trouve que quand tu t'appliques ça au quotidien, t'es plus du tout le même sur le rapport à l'autre, quoi. Tu vois, quelqu'un qui a un handicap, mais en fait, que ce soit moteur, physique, cérébral, en fait, tu prends les choses avec détachement, mais jamais avec froideur. C'est très puissant. Quand le rapport handicap, il est extrêmement puissant, et je le trouve très beau, parce que c'est des émotions qui sont vraiment spéciales à vivre, mais qui, encore une fois, pour moi, sont complètement alignées avec le fait de se sentir vraiment, tu vois, utile, vivant et autres. Je trouve que c'est la plus belle des satisfactions. J'entends le chant de la montagne. Toutes les montagnes ont leur propre chant, leur propre voix à travers les vents. Et quand les vents tombent, la montagne devient silencieuse. Tellement silencieuse qu'on croit entendre ce silence. C'est là, en ne percevant plus que les battements de son cœur, que l'on prend conscience de son engagement et que l'on se sent pleinement vivant. Vouloir toucher les étoiles de Mike Horn. Un sujet que tu voulais aborder, c'était la solitude. Ouais, quand même. Quand même. En tant que... Quand même, on va l'aborder. Comme dans le parcours de ton entreprise, j'imagine qu'au début, tu as tout fait tout seul. Et que là, tu commences à t'entourer. Tu me le disais en préparant l'entretien. Tu as plusieurs salariés. Est-ce que tu peux nous parler de solitude dans ce parcours-là ? Ouais. Je trouve que pour le coup, c'est assez drôle parce que j'aime beaucoup aussi écouter, tu sais, les podcasts d'autres entrepreneurs, d'autres juste personnes qui ont fait le choix de prendre un chemin qui est moins facile. Mais en fait, tout est dit dans la phrase. Le chemin, il est moins facile. Donc en fait, à la fin de la journée, décider de ce qui est le mieux pour toi ou de ce qui est le mieux pour ta vision ou ton produit, c'est un chemin qui est nécessairement seul. Il y a une part de solitude dans l'entrepreneuriat, que même quand tu es associé, je pense qu'il y a toujours une part de solitude. Tu vas t'entourer, bien sûr. Donc ça, c'est l'art de convaincre, mais convaincre sur des choses concrètes et donner envie aux gens de participer au projet. Donc tu es quand même moins seul. Toutefois, poser une vision, réfléchir à la prochaine étape, savoir les profils qu'il te faut, arbitrer. Ça, finalement, c'est ton boulot de le faire. C'est
quand tu es à un stade où tu peux déléguer suffisamment ou que tu as une vision globale, ce qu'on appelle la big picture dans l'entrepreneuriat, qui d'autre que toi pour finalement faire les différents ponts. Et en fait, faire ces différents ponts, c'est une épreuve que tu dois mener quand même un peu seul. Parce que même si tu t'associes avec quelqu'un, la personne en face, ton associé, son boulot, ça sera peut-être de faire certains ponts que toi tu fais pas. Mais dans cette démarche, c'est une démarche qui dépend de ton arbitrage à toi. Et donc en fait, il y a quand même un cheminement qui est quand même assez solitaire. Moi, je suis pas associé aujourd'hui pour le coup, donc c'est aussi une différence. Mais je suis quand même convaincu que dans le fond, l'entrepreneuriat, il y a quand même une part de solitude. Parce que tu crois très fort en quelque chose, et c'est peut-être que c'est ton cas également, hein, et les gens, tu peux pas demander aux gens de le comprendre avec la même intensité que ce que toi tu t'es donné. Et en ce sens, à la fin de la journée, tu es quand même des fois seul avec toi-même, avec tout l'investissement que ça demande, le temps, l'énergie, parfois l'argent, l'entourage, les concessions que tu dois peut-être faire. Je déteste parler de sacrifice, parce que pour moi, une vie entrepreneuriale ne doit pas être un sacrifice. Ça doit être un chemin parallèle qui est compatible avec un mode de vie. Mais pour autant, tu dois faire des choix et parfois ces choix-là impliquent que tu travailles seul, que tu pousses le bouchon un peu plus loin seul, que tu décides seul. Bah, tu vois, dans la façon dont on parle, moi j'ai l'impression que être seul, c'est quand même aussi se sentir vivant. Ouais. Dans le sens où on est peut-être plus que dans le salariat, mais ce serait discutable, peut-être davantage conscient des choix de vie qu'on décide. Comment je la vis, la solitude ? Moi, je sais que j'ai besoin de partager mes étapes de travail. C'est vraiment quelque chose que j'ai besoin de faire avec mon entourage et personnel et professionnel. Pour moi, le vrai sens d'une collaboration, c'est pour voir si ça peut te faire écho pour toi. Ouais. J'aime bien savoir que quand je délègue à un collaborateur, et pour le coup, moi, la liberté, la créativité et l'autonomie sont des valeurs très très fortes, j'aime que mon collaborateur fasse des choix pour moi, si je lui demande. Bien sûr. Et j'aime justement injecter la créativité, la liberté et l'autonomie de l'autre dans le projet, parce que je pense que tu vas être d'accord avec ça, en tout cas que c'est une vision partagée, c'est pas tant l'ego qui est en jeu, c'est le projet, c'est-à-dire qu'on est au service du projet. Sure. Et donc, je pense à ma collaboratrice du moment, Stéphanie, que je salue, qui a dû trancher à un certain moment, et je lui ai fait confiance, les yeux fermés pour le coup, parce que j'avais pas envie de prendre cette décision seule, ou j'avais pas la capacité ou la compétence de le faire, tu vois. Donc la solitude, je la trouve très agréable dans cette conscience de, tu vois, bah ouais, c'est ça que je porte, et c'est ça mon pourquoi fort, et j'ai envie de partager ma vision, tu vois. Et en même temps, j'ai conscience de là où je suis moins bon, et je le délègue complètement, quoi. Non, c'est super intéressant ce que tu dis. Je pense qu'il y a aussi cette notion de... Je pense qu'être seul, c'est pas une conséquence de devoir décider de tout seul. Exactement. Ça serait justement faire fausse route de faire ça. Comme tu l'as très bien dit, on n'a pas toutes les compétences, à moins qu'il y ait quelques personnes qui les aient toutes. Mais globalement, on s'entoure de personnes desquelles on est complémentaire. Exactement. Et ça, j'y crois énormément. Ça, d'ailleurs, comme tu l'as très justement dit, des fois, au contraire, je préfère que quelqu'un me dise je pense qu'il faut le faire plus de cette manière-là ou plus comme ça. Je le dis dans le sens vraiment où il y a quand même une direction à donner. Ouais. Il y a un tempo à donner. Tu es quand même le chef d'orchestre. Et le chef d'orchestre, quand il agite sa baguette, c'est lui qui l'agite. Et donc, cette démarche dépend que de lui. Et en ce sens, créer une entreprise, pour moi là-dessus, c'est ces moments-là de décision ou de structuration ou de vision sont des moments quand même que tu dois vivre de manière un petit peu pleinement et quand même avec un peu de solitude pour faire le calme, faire le vide dans ta tête, te poser les bonnes questions et prendre en considération tout ce que tes collaborateurs t'ont dit. Ok, moi je pensais faire ça, mais lui m'a plutôt dit ça, ou elle m'a dit plutôt ça. Très bien. Comment est-ce que du coup on ajuste correctement le tir? Comment est-ce que du coup je m'assure que tout le monde comprenne bien le tir qui est ajusté? Ouais. Comment est-ce que du coup tout le monde se sent responsabilisé? Et ça, en fait, ce cheminement, il est quand même quelque chose qui t'incombe qu'à toi. Et ça va être pareil quand tu vas peut-être demain, tu vois, aussi convaincre des investisseurs, lever des fonds, tu vois, défendre les valeurs de ton projet.
cette intensité avec laquelle tu vis tout ça, ce qui fait que le projet vit également. Un projet, généralement, enfin, je trouve, doit quand même être incarné par quelqu'un. Sinon, aujourd'hui, c'est même pas que ça marche pas, c'est que je vois même pas comment tu peux suivre une histoire ou croire en quelque chose s'il n'y a pas de visage derrière. Oui. C'est pour ça d'ailleurs que les grosses institutions, aujourd'hui, les règles du jeu ont énormément changé. Les gens aujourd'hui veulent vivre une histoire, ils veulent qu'on leur raconte quelque chose, ils veulent en faire partie. Et donc, même ça, tu vois, d'incarner ce truc-là, c'est quelque chose qui demande de la réflexion. Et donc, voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que je disais ça. Et alors, la question qui me vient, c'est que tu as changé d'échelle récemment. Et du coup, tu as pu embaucher. Ouais. Donc, je crois que tu as 4 personnes aujourd'hui, 2 alternants et 2 freelances. Exactement, 2 salariés et 2 freelances. Ouais. Et du coup, j'avais envie de comprendre comment tu avais fait ou si c'était naturel pour toi, appris justement à manager et à trancher. Parce que, comme tu le disais, quand on tranche sur une décision, elle doit être comprise par l'ensemble des équipes. Parce que si on ne comprend pas le pourquoi de la décision, on peut perdre finalement tu vois, on peut perdre les gens, on peut les braquer, tu vois, toutes les incompréhensions et les interprétations. Comment tu as appris finalement à travailler et à déléguer? Est-ce que tu arrives à déléguer? Il y a plusieurs questions dans ce que je te demande. Donc il y a la question de la délégation, la question aussi du management et de comment est-ce que si on s'entoure de personnes dont on a confiance. C'est vrai qu'au début, donc, quand j'ai démarré ce projet, donc je l'ai démarré seul. Ensuite, un ami à moi de classe prépa m'a rejoint. On ne s'est pas associé pour des raisons diverses, mais il travaille toujours avec moi donc, sur le projet. Et d'ailleurs, je le remercie pour ça, parce que du coup, c'est aussi de par sa présence qu'on a pu faire bouger beaucoup les lignes. C'est quelqu'un en qui j'ai confiance également. Donc déjà, c'est quand même rassurant. Tu te poses... C'est très complexe quand c'est ton projet de faire venir des gens, parce que c'est compliqué de demander s'ils vont tu vois, l'incarner avec la même envie que toi, la même passion. Et en fait, quelqu'un m'avait dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'en fait, tu peux pas demander aux gens d'être comme toi. Et des fois, ce que je trouvais de difficile dans la délégation, c'est que j'avais l'impression que les gens, si je disais pas tout noir sur blanc, ils comprenaient pas ma vision. Et le gars en question, qui était un coach en management et en leadership, il m'avait dit mais Anthony, tu peux pas attendre des gens qui fassent comme toi, qui fassent et qui soient comme toi. Exactement, il faut leur expliquer au début ce que tu attends. Comment est-ce que tu veux sinon qu'ils comprennent. Et ça m'avait beaucoup marqué parce que c'est quelque chose que je mets beaucoup en place maintenant. Le fait de... Quand j'amène quelqu'un quand je fais venir les gens sur le projet, alors déjà moi je recrute jamais en masse dès le début. J'ai fait venir des gens au compte-gouttes parce que je crois beaucoup en la montée en compétences et à l'autonomie des gens. Donc je prends jamais des gens, je prends jamais 2 personnes au même moment. C'est pas possible. Je prends une personne, on la forme, ou du moins elle vient avec des compétences et on lui fait comprendre le moule dans lequel on a besoin d'évoluer. Et ensuite, par rapport à ça, aujourd'hui, j'ai le flair nécessaire pour, même si je fais plein d'erreurs, mais je sens quand même assez les gens. Donc je sais à peu près là où je peux me reposer, là où il faut que je sois vigilant, ce que je peux déléguer, ce que je peux pas déléguer. Mais c'est un talent, ça. Je sais pas, je pense que c'est aussi une manière aussi de... Je passe tellement de temps avec eux, je m'investis beaucoup en fait, moi. Je délègue, mais je m'investis beaucoup. Aujourd'hui, la partie technique, je la délègue, mais j'ai mon nez dedans. Ouais. C'est-à-dire que je suis dans toutes les discussions. Juste parce qu'en fait, il y a une vision derrière. Il faut que la vision soit comprise par tous. Donc c'est important d'illustrer le propos. Moi, je suis le pont. Encore une fois, je suis un pont. Je fais le pont entre le marché et la tech. Ouais, j'aime beaucoup cette image que tu donnais tout à l'heure du chef d'orchestre. Ouais. Et l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire qu'un chef d'orchestre tout seul est silencieux. Qu'est-ce qu'il va faire? Rien du tout. Et finalement, le chef d'orchestre, il est là pour guider et sublimer le groupe. Exactement. Individuellement, pour que ça donne quelque chose de collectif, presque de divin dans la musique. Et j'aime beaucoup cette approche. Tu vois, j'avais jamais fait le pont en management. Moi, j'avais entendu en management que c'était vraiment de bien cerner, déjà de prendre des gens qui sont complémentaires, voire différents, pour enrichir le projet. C'est hyper important. Si tu travailles avec des gens qui sont comme toi, on va se limiter à une manière de penser. Ouais. Donc des gens complémentaires, voire très différents, et puis vraiment de savoir saisir les gens pour révéler leurs points forts, leur potentiel. Et c'est exactement ce que tu décris, mais ça demande une vraie sagesse, disponibilité. Enfin, moi, je suis admirative, vraiment. Le mot, c'est disponibilité. Et encore une fois, je reviens toujours sur cette notion, mais l'intention avec laquelle tu communiques ton besoin. Tu vois, comme mon ami Kyrian, du coup, m'a rejoint, il a été
il a été botté par le projet, mais il croit aussi en moi. Quand derrière, j'ai 2 alternants qui débarquent, alors que les gars, ils vont en start-up, la start-up peut cracher à tout moment, tu vois. Il croit aussi en moi. Il croit en le projet, mais il croit en la personne qui l'incarne. Et tout au long de mes choix, ça s'est beaucoup basé sur le fit humain. C'est pour ça que du coup, pour moi, le contact physique, il est roi. Essentiel. Et tu peux pas faire sans. Ensuite, ce qui est évident, c'est que, tu sais, moi, je suis beaucoup dans l'observation. Alors, je parle beaucoup, hein, ça c'est sûr, mais j'écoute aussi beaucoup. Et je communique beaucoup. Aujourd'hui, je vais faire le parallèle avec le couple, hein, mais tu vois, typiquement, moi, les situations qui restent dans le non-dit, c'est quelque chose que je ne fais pas. C'est-à-dire que dès qu'il y a un sujet de friction, on met en pause, on en parle, tout de suite. On en parle parce que j'ai besoin de comprendre pourquoi tu te sens comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux ajuster, et sinon, eh bien, j'ai aussi appris avec le temps que parfois, il y a juste, comme je te disais, il y a des journées, des fois, qui ne sont pas les bonnes journées. Et le lendemain, en fait, tu reviens là-dessus, et les gens eux-mêmes processent ce qui s'est passé. Ils ont cheminé. Exactement. Donc en fait, des fois, à vouloir trop tout régler, on crée des surcouches. Je suis plutôt dans une approche de dire, si tu as besoin de quelque chose, ou si quelque chose ne convient pas, j'ai besoin du coup qu'on en parle, mais que tu me structures pourquoi ça va pas. Que tu me dises, ok, qu'est-ce qui va pas, qu'on en parle. Et moi, mon boulot, c'est d'écouter ce que tu as à me dire, et de expliquer aussi, c'est quoi la vision. Et généralement, soit la vision, elle est bonne, parce que du coup, tous leurs inputs font que, en fait, ça confirme la direction qu'on prend, soit la vision, elle est pas bonne, et dans ce cas-là, il faut la revoir. S'il faut la revoir, il faut un plan. On en discute ensemble, disponible. Okay. Moi, je suis impliqué dans la tech, comme je suis impliqué dans le commercial, comme je suis impliqué dans le marketing. Je suis partout aujourd'hui. Mais parce qu'en fait, c'est la maturité du projet qui le veut. J'ai commencé avec des gens, donc Kyrian à mon âge. Ensuite, Léa nous a rejoint. Léa, elle est beaucoup plus jeune, elle a 24 ans, moi j'ai 30 ans. Mais Léa, elle est super autonome. Quand elle est arrivée, je m'étais dit, ok, alternant, etc., ça va être top. D'un point de vue technique, elle a beaucoup de capacités, beaucoup de prédispositions. Mais voilà, il faut quand même arriver à gérer tout ça. Et derrière, je me suis dit, on est une équipe jeune. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est de la seniorité. Donc, je savais exactement que derrière, il me fallait quelqu'un avec de la seniorité. Donc, j'ai fait rentrer Lionel. Lionel qui est en CTO, en Presta aujourd'hui. Et en fait, cet équilibre-là, le choc un petit peu des expériences, il est super parce qu'il est énergivore au possible. C'est-à-dire que chacun a envie de faire des trucs et tout. Et moi, mon rôle, c'est d'accompagner tout ça pour qu'à terme, en fait, sur la décision technique, moi, j'ai juste besoin de dire, d'un point de vue marché, il faut qu'on fasse ça. Donc, à tel jalon, on a besoin de ça, puis ça. En fait, c'est de la disponibilité et de l'argumentation. Tout à fait. De structurer. Contrairement au dicton, le temps n'est pas de l'argent. C'est la vie même. Dans la vie quotidienne, on se laisse épuiser par le nombre de choses qu'on croit devoir faire, ou qu'on pourrait faire. Quand on prend son temps, quand on limite le nombre d'options au maximum, on goûte pleinement à l'existence. De Mike Horn, vouloir toucher les étoiles. Et alors, dans tout ça, il y a quand même un sujet que tu voulais aborder, et je suis très étonnée, c'est que tu parles de syndrome de l'imposteur. Ouais. Et quand on t'entend, en tout cas, j'entends moi une grande maturité d'observation, tu vois, de structuration des idées. Pourquoi tu voulais aborder ce sujet-là ? Pourquoi ça te touche ? Parce que tu fonctionnes toujours, jusqu'à ce que finalement, si tu veux, le projet puisse éclore tel que je l'espère. Tu vois, aujourd'hui, il y a quelques mois, du coup, on était encore 1 ou 2, là on est 5, on est même 6 avec Miguel qui s'occupe du coup de la partie hardware. Donc en un an, on est 6, ou en un an on est 6, mais 6. Avec des statuts différents. Il y a certains qui sont salariés, d'autres qui sont prestataires. Aujourd'hui, comme je te dis, les codes ont changé, donc moi, un prestataire que je sens, ça me pose pas de problème. Parce qu'en fait, finalement, le but, c'est de faire évoluer le projet. Ouais. Donc il y a quand même tout ça à considérer. On est quand même on arrive à un point d'équilibre où le marché du coup est complètement prêt pour recevoir ce qu'on a à proposer. Il faut qu'on finisse le produit. Donc il faut être un petit peu partout. Pour autant, je peux pas m'empêcher de me dire que, tu sais, quand j'ai l'occasion de pitcher mon projet ou que je suis pris à un concours ou que je gagne quelque chose, en fait, il est évident que je travaille beaucoup, tu vois, sur ça. Ça tombe pas du ciel. Mais j'ai une chance de pouvoir parler de ça
à des échelles qui sont pas toujours accessibles. Tu vois, là je peux même t'en parler parce que Bien sûr. à l'heure où on tourne ce podcast, le concours sera fini. Mais tu vois, je suis dans un concours télévisé aujourd'hui qui s'appelle la BFM Academy, donc c'est organisé par BFM Business. Ils ont sondé des centaines et des centaines de candidats. On est 16 à avoir été pris et je suis dans le top 16, tu vois. Donc dans le top 16, du coup, je peux défendre mon projet, convaincre des investisseurs de me suivre. Et c'est télévisé, donc tu as une portée qui est quand même importante. Généralement, quand je fais des concours, ça passe pas inaperçu. Alors je pense qu'il y a le côté projet, mais il y a aussi l'humain. Je pense que mon histoire, ou même la passion avec laquelle je le raconte, Bien sûr. ça c'est du travail et c'est de la conviction. Et je peux pas m'empêcher de me dire parfois que j'ai une bonne étoile. Je suis convaincu que j'ai une bonne étoile. Je le sais, je le sens. Tu vois, même quand je te le dis, j'ai un peu la chair de poule parce que je ressens vraiment un truc. Et cette chose-là, aujourd'hui, elle m'aide au quotidien, même dans mes relations. Tu vois, ma copine aujourd'hui, elle est géniale, quoi. On est super complémentaires. Dans mes relations, je suis épanoui, je suis heureux. Je suis un grand hyper anxieux, mais autour de moi, j'ai tous les éléments pour que le truc fonctionne. Ouais. Tu vois. Oui. Mais je peux pas m'empêcher de demander pourquoi est-ce que j'ai cette chance-là, tu vois. Okay. Même si je me la crée, même si je suis En fait, moi, je lâche jamais rien. Je lâche jamais rien. Bah en fait, alors, pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment de ne pas se sentir à sa place. Là, j'ai plutôt l'impression que parce que tu as un tempérament anxieux, tu peux douter, mais c'est très sain, en fait, de douter. Tu vois, d'avoir des phases où on se dit, est-ce que finalement, je suis dans la bonne direction, ou j'ai fait de la bonne manière, tu vois, sans que ça devienne égocentrique et obsessionnel, tu vois, de sans arrêt être en introspection, mais je crois que le doute, c'est assez sain dans une activité ou dans une vie pro ou perso, non ? Non, si, bien sûr. Heureusement qu'on doute. Si tu te poses des questions qui sont les bonnes, et quitte à ce que la réponse, ça soit, il n'y a pas de raison de douter, tant mieux, mais au moins tu pourras valider ce truc-là. Moi, je suis quelqu'un qui doute beaucoup, tu vois, même si je raconte l'histoire et que j'ai l'air confiant, les gens me disent, oh, t'as l'air confiant, t'as l'air si. C'est une facette. À l'intérieur, tu vois, le petit Anthony, il est anxieux. J'ai un rapport à l'existence qui est assez spécial. Je pense que toi, tu le cernes aussi très bien. L'angoisse, tu vois, la mort, etc. C'est des thématiques qui te traversent énormément, et je le vis de plein fouet, tu vois. Et donc, en fait, dans tout ce cheminement-là, quand je doute énormément, il m'arrive plein de fois, par semaine, des fois plusieurs fois par semaine, des fois même plusieurs fois par jour, de me dire, mais en fait, tu sais rien faire, quoi. Ouais, tu te dévalorises complètement, parce que je me dis, t'apportes quoi, en fait, tu vois. C'est quoi la vision on s'en fout, tu vois. Est-ce que c'est si bien ? Est-ce que vraiment tu fais une différence ? Et je peux pas m'empêcher d'avoir ces moments un petit peu, parce que je veux tellement mettre ma pierre à l'édifice que je veux y arriver, juste pour me dire, c'est pas juste un challenge avec moi-même, j'ai envie de faire du bien, tu vois, autour de moi. Oui, puis il y a un thème que tu voulais aborder, et je trouve que ça fait le pont, c'est que tu gardes la foi. J'aimerais bien que tu nous racontes un peu comment c'est pour toi, parce que dans l'entrepreneuriat, ceux qui l'expérimentent et qui nous écoutent le savent, on a des phases de waouh, de joie dans les étapes de projet où tu as l'impression que tout est possible. Enfin, tu vois, cette espèce de joie là, illimitée, où tu as passé une étape, alors qui est peut-être dérisoire, mais pour d'autres, mais en tout cas qui pour toi est très importante. Puis tu as des phases de doute où effectivement tu peux être traversé par mais est-ce que ça a du sens ce que je fais ? Comment tu gardes la foi, toi, Anthony ? Déjà, d'avoir un projet que tu as monté de toutes pièces, c'est une justification qui est déjà un bon point de départ. Tu sais pourquoi tu fais les choses. Tu sais pourquoi tu te lèves. Tu sais pourquoi tu organises ton temps. Tu sais quelle finalité tu veux y donner. Moi, en plus, il y a un côté, tu sais, familial, donc il y a ce côté-là. Mais aujourd'hui, j'essaie d'avoir un détachement même par rapport à ça. J'aime bien le voir vraiment comme une entreprise. Mes parents, c'est des clients. Parce que si je vais trop dans l'émotionnel, ce que j'ai fait par le passé, tu prends des décisions qui ne sont pas toujours les bonnes. Donc j'essaie d'avoir du détachement par rapport à ça. Maintenant, ce sujet de la foi, je le trouve hyper intéressant, parce que certaines personnes vont l'avoir dans la religion, d'autres dans l'amour inconditionnel à autrui, tu vois, c'est ce qui te fait avancer chaque jour. Et moi, je suis un grand spirituel, en fait. Au même titre que, tu vois, j'aime bien comprendre le monde dans lequel j'évolue, etc. Pour moi, il y a quand même une partie complètement intangible qu'on
qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas, qui est aussi qui est là. T'évolues dans ce monde un peu que tu ne comprends pas forcément, mais tu vois, je te parle, on se comprend, on sait pas vraiment comment, mais c'est comme ça, on respire, on n'y pense pas, tu vois. Tout ce truc-là. Il y a de la magie autour de nous. Il y a de la magie autour de nous, et en fait, je ne peux pas m'empêcher de me dire que s'il y a de la magie, quelque part, en fait, finalement, je n'ai pas le contrôle sur tout. Okay. Je ne peux pas avoir le contrôle sur tout, même si je suis un peu un contrôle freak, tu vois. C'est pour ça que je structure et que j'essaie, tu vois, de poser toujours mon argumentaire, parce que ça me rassure. Ouais. Hyper anxieux que je suis, le contrôle me rassure. Mais pour autant, la foi, c'est cette espèce de conviction que je prends les bonnes décisions, que je vais dans un chemin qui est le bon pour moi. Et des fois, j'ai des petits warnings de la vie qui me disent, tu vois, attention, tu dérives un peu de ce que tu avais prévu. Ou alors j'ai d'autres warnings ou d'autres signaux qui me disent, mec, c'est exactement là que tu devais être. Et je le ressens vraiment. C'est très corporel ce que tu décris. C'est super corporel, tu le ressens. Des fois, je suis traversé par tu vois, quelque chose, ça me donne la chair de poule. Tu vois, quand je suis pris à un concours ou un truc, ça vient justifier aussi le fait que, même si au fond je me sens un peu imposteur, parce que des fois je suis tellement jeune pousse par rapport aux autres, ouais. Mais on me donne ma chance, donc je me dis ok, bah il y a une raison, tu vois. Quand quelqu'un m'envoie un message, je me dis franchement mec, on a hâte, c'est trop bien. Toutes ces choses qui sont sur mon chemin viennent alimenter, tu vois, une croyance qui est la mienne, qui est que dans la vie, je suis convaincu que tout arrive vraiment pour une raison et que s'il faut que les choses se passent bien, elles se passeront bien. Et s'il faut qu'elles se passent moins bien, il y a une raison à ça et des fois, il faut l'accepter. Ça peut être dramatique, il peut se passer des événements dramatiques et j'essaie de me dire, bah, ils sont aussi là pour une raison. Ouais. Et ça doit me donner la force d'avancer, de croire en moi, de vouloir faire une différence. Si je devais résumer, ce serait peut-être dans le côté verre à moitié plein, ce serait de voir toutes ces petites anecdotes magiques, tu vois, qui arrivent et de prendre le temps de les savourer. Complètement. Tu vois de recevoir ces nouvelles-là et de les savourer comme autant de petits jalons dorés sur le chemin. C'est exactement ça. Et le verre à moitié vide, c'est d'arriver, parce que c'est pas toujours facile, de prendre de la hauteur dans une temporalité, tu vois, qui n'est pas celle de l'échelle humaine. On peut le dire comme ça, dans quelque chose de beaucoup plus vaste. Et de dire ça, c'est juste une petite goutte d'eau, ça va faire bouger la trajectoire, mais ne lui donnons pas autant d'importance peut-être. Encore une fois, l'émotion, essayer de décorréler de l'émotion et de modifier la trajectoire. Ça te parle quand je le décris comme ça ? Tu le dis tellement bien. Ok. J'ai bu tes paroles là. Oh. J'ai bu tout ce que tu viens de dire. Je peux pas plus être d'accord en fait avec la manière dont tu le décris. Parce que c'est pas facile, je trouve, dans quelque chose de très rationnel dans l'entrepreneuriat. Bien sûr. Tu vois, on peut être vraiment très terre à terre. Et j'aimerais, du coup, peut-être... Est-ce qu'on a le temps ? Oui. On prend le temps ? Oui, on prend le temps. J'aimerais aborder avec toi, en transition à ce qu'on vient de dire sur la foi et sur la spiritualité, le changement de rythme que tu opères. Parce qu'en un an, j'avais vraiment envie d'aborder la question avec toi. Sûr. Parce qu'en un an, tu es passé de 1 à 6. Donc j'imagine qu'au départ, tu étais tout seul, avec des outils, quand même, tu devais maîtriser les outils techniques, mais que en passant de 1 à 6, tu as dû changer d'échelle à la fois sur l'utilisation de tes outils et de ton temps. Comment tu as vécu ce changement d'échelle ? Parce que c'est très très rapide. Hein. Ouais, c'est super rapide. Après, comme je te disais, du coup, j'ai essayé de le faire de manière très linéaire. Ouais. Donc vraiment, j'ai fait rentrer les gens, entre guillemets, quand il y en avait besoin au fur et à mesure. Et dès lors que je savais que techniquement, on pouvait se reposer sur des compétences qu'on avait déjà ou sur des certitudes, ou du moins des visions. Donc c'est beaucoup plus facile de déléguer quelque chose. Ok. Petit à petit, tu délègues en fait. Bien sûr, petit à petit. Ensuite, quand je fais rentrer des gens qui sont plus seniors, ils prennent en chose les mains beaucoup plus rapidement. Donc là, aujourd'hui, j'ai la chance d'être entouré par des gens qui sont tous très bons. Moi, mon boulot, c'est de sublimer tout ça. Okay. J'ai adoré ta métaphore, c'est vraiment ça. Je pense qu'au niveau de l'outillage ou de comment est-ce que du coup on gère le changement de rythme, ce qui me donne déjà la force de m'ajuster, c'est les petites victoires, toutes les petites victoires dont tu parlais. Moi, tu vois, j'ai toujours voulu, au même titre que je voulais avoir ma boîte et mon petit bateau, j'ai toujours voulu avoir mes locaux.
je sais pas pourquoi. Je suis hyper attaché à l'espace. Tu vois, pour moi, être dans un appart dans lequel je me sens bien, c'est primordial. Être dans un environnement dans lequel je me sens en sécurité, c'est primordial. Et je voulais aussi que mes salariés ou mes collaborateurs ou même mes potes, en fait, les gens avec qui je bosse, puissent avoir un environnement dans lequel eux se sentent bien aussi. Un endroit pour nous. Et ça, c'est un truc chez moi qui a toujours été important. Et j'ai semé des graines qui aujourd'hui ont germé, et donc du coup, toutes les choses que je devais valider, je les ai toutes validées. Ça m'a donné beaucoup de force. Et ça m'a aussi permis de, disons, dans le flou un petit peu, ou dans le creux de la vague, quand tu dois t'outiller différemment ou réfléchir à des process, ça te donne la force de te dire, ça va être compliqué, de redéfinir peut-être certaines choses, mais regarde, il y a tout ça qui s'est passé, et c'est pas là pour rien, tu vois. Ouais. Et je le prends aussi avec beaucoup de jeux et beaucoup d'amusement. Moi, je suis un grand joueur, je suis très taquin, très joueur, j'adore la compète, j'adore le challenge, tu vois, ces trucs-là, j'adore. Et donc, en fait, je le prends vraiment... paradoxalement, je le prends avec du relâchement, le rythme, le nouveau rythme. En fait, c'est pas ça qui m'a le plus... c'est pas ça le plus compliqué. Moi, les outils, j'adore ça. J'adore les outils. Ouais. Je suis un outil freak aussi, un tool freak. Parce qu'en fait, j'adore le fait de faire des ponts. J'adore faire des ponts. Donc, un outil qui me fait ça, puis un autre qui fait ça, j'adore voir la valeur ajoutée de l'outil et que les gens avec qui je bosse aient les bons outils. Ouais. Donc ça, la mise en place, elle a été facile. En revanche, c'est clair que j'ai un rythme de travail où je bosse le week-end. C'est évident, j'ai pas d'enfant. Donc c'est sûr que par rapport à ça, c'est pas dans les plans pour demain. Mais du coup, c'est raccord avec ma copine et tout. Tu vois, on en parle. On en parle, on ajuste, on essaie de définir des moments que pour nous, même si c'est pas facile. Oui, ce que tu évoquais quand on a préparé l'interview, c'est que tu trouvais que tu étais un peu plus anxieux depuis quelques temps. Ouais. Et que finalement, quand tu passes d'une échelle de 1 à 6 salariés, les outils, c'est pour te faire gagner du temps, mais ce qu'on se demandait, c'est pourquoi gagner du temps ? Tu vois, si c'est pour en faire toujours plus. Et ce que tu disais, c'est en fait, je me sens un peu plus anxieux. Et du coup, comment... Parce que du coup, en bon chef d'orchestre, tu as du mal à te déconnecter, c'est-à-dire ne pas faire pendant le week-end, ça peut être facile, mais arrêter de penser pendant le week-end, c'est autre chose. Et justement, ta compagne t'aide à... Peut-être elle cadre ça pour avoir vraiment des temps de ressourcement. Comment tu fais pour du coup gérer ce... Tu vois, c'était aussi en ce sens cette question de gérer le changement d'échelle, c'est... Il y a une charge du coup mentale qui doit être colossale, différente. Et qu'est-ce que tu arrives ou pas à mettre en place, hein. On peut ne pas y arriver, hein, c'est pas grave. Je suis aussi parti du constat que je sais que j'ai des limites, tu vois, même si j'aime pas trop me l'avouer et que j'aime bien jouer avec, je sais que j'ai des limites. Moi, généralement, un facteur limitant, c'est quand si par exemple je dors trop peu pendant une période trop prolongée, c'est warning, c'est-à-dire que du coup je gère trop mal mon temps et ça va pas. La réalité quand même, c'est que pour pouvoir avancer sur mes tâches, généralement je travaille le matin, le midi ou le soir. Je dis ou, mais c'est et généralement. Parce que les gens avec qui je collabore, eux ils bossent pendant la journée. Donc je dois me rendre disponible s'ils ont besoin de moi. Donc généralement mon rythme de vie est à contre-courant du rythme de vie classique de quelqu'un qui viendrait dans une entreprise pour faire sa journée. Donc je travaille le matin, le midi, le soir et le week-end. C'est là où je suis le plus proactif. Dans ce contexte-là, je me suis quand même, et c'est quelque chose que je me suis toujours dit, je ne vivrai pas une vie d'entrepreneur sacrifié. Parce que pour moi, en fait, le rapport à l'humain, il est trop important. La vie, j'ai envie de la vivre à fond, j'ai envie de vivre pleinement. Je veux pouvoir, tu vois, voyager avec ma famille, mes potes ou ma copine si j'ai envie. Je vais être disponible. Donc, je me suis toujours interdit d'avoir une limite, d'avoir un mode de vie qui m'empêchera de faire ça. Ouais, qui déborderait finalement sur ces aspects-là de ta vie. Donc, je cut un moment parce que personne ne va mourir demain. Et puis, encore une fois, spirituel que je suis, si ça doit se passer un moment, ça se passera. Je suis patient, je suis quand même impatient, tu vois. Je suis patient dans le process, j'ai confiance dans le process, même si je suis anxieux, j'ai confiance dans tout ça. Et donc, je suis cadré un petit peu par cet environnement extérieur et le changement de rythme par rapport à ça. Du coup, ce que j'essaie de faire, c'est de travailler juste un peu le week-end, mais de m'organiser et de préparer ma semaine.
Tu vois, si je suis là aujourd'hui, c'est aussi que ce matin et ce week-end, j'ai prévu de traiter tous mes trucs du lundi matin, parce que je sais, du coup, j'ai 2 heures où je peux être pleinement là, et en revenant, j'ai d'autres trucs à traiter. Ouais. Mais ces espaces que je me crée, je les crée, justement. Du coup, l'invitation, le conseil qu'on pourrait extraire de ce que tu viens de dire, c'est quand même de planifier... Faut organiser son temps, ouais. Organisation. Et Ouais. on sous-estime souvent ce temps-là. C'est ce qui peut mener à de l'épuisement après professionnel, même personnel. C'est-à-dire que prenez le temps de vous poser pour Carrément. planifier les choses. Et même, même sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, quand vous avez des échanges, par exemple, comme une interview ou comme répondre à un concours, en tout cas, c'est vraiment de bien estimer le temps pour chaque chose. Et en amont, vraiment le conseil que je donnerais, parce qu'on en a discuté quand tu es arrivé, c'est de planifier vos temps de repos et de ressourcement vraiment avant le travail. En fait, c'est vous la priorité, vous êtes l'essence du projet. Si vous ne planifiez pas ça, c'est très facile. Il y a toujours un truc à faire dans un projet. Ouais. C'est toujours facile de dire, bah attends... c'est clair. Allez, moi ce matin j'ai eu une urgence sur de la com, tu vois, et j'ai dû refaire plein de supports de com. Bref, sans entrer dans le détail. C'était pas du tout prévu dans mon emploi du temps, tu vois. Je comprends. Mais en bonne perfectionniste, j'avais besoin de le terminer, c'est important pour la suite. Tu vois, encore une fois, t'as le coup d'après. Le coup d'après, bien sûr. T'as le coup d'après. Mais tout ça pour vous dire que planifiez votre emploi du temps ressourçant personnel en amont, après votre temps professionnel, et prévoyez dans votre temps professionnel large, parce qu'il vaut mieux prévoir large et avoir fini et vraiment vous accorder le temps de pause. C'est pas si facile que ça. C'est compliqué, ouais. De dire, bah tiens, j'ai de l'avance, cet après-midi je fais rien. Bah ouais. Chiche. Chiche, et puis ensuite, c'est pas toujours... tu vois, tu trouveras toujours une justification pour relancer un chantier que tu avais dit que tu ferais pas. Donc c'est compliqué, et puis même on se sent coupable, tu sais, de rien faire. Ouais. Après, ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, et j'aime bien faire le parallèle du coup, si tu veux, avec la pratique sportive, parce que je sais que tu fais beaucoup de sport. Moi, je crois beaucoup dans la consistance et la régularité de quelque chose. Ouais. Je préfère me dire que des fois dans la semaine, il faut que je prenne mon jeudi après-midi off, parce qu'en fait, je suis fatigué. Mais je sais que mon jeudi après-midi, ça va devenir mon samedi matin, ou mon samedi après-midi. J'ai pas du tout de mal, moi, à bosser. J'ai pas de mal à travailler. Par contre, j'ai du mal à ce qu'on m'impose un rythme de travail. Ok. Donc je m'impose des heures, je m'impose un rythme, mais si j'en ai marre, j'en ai marre. Okay. Par contre, si j'ai besoin de pousser jusqu'à minuit, aucun problème. Okay. Donc je suis dans cette espèce de sinusoïde, tu vois. Ouais, t'as un temps... tu sais que tu peux travailler tant d'heures par semaine, à peu près, selon l'énergie ou selon les exceptions, si tu sors ou quoi. C'est ça. Ou la pression selon l'événement. Et t'arrives à décaler les matinées ou les gros blocs. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça. C'est intéressant, ce serait intéressant que vous essayiez d'explorer ça. Ok, ce gros bloc-là, je m'accorde mon jeudi, mais je le déplace sur le samedi. D'essayer de déplacer les blocs pour voir comment c'est, parce que peut-être que si vous venez du salariat, on a l'impression dans l'entrepreneuriat qu'il faudrait peut-être être sur des horaires très classiques, très conventionnels. Là où l'invitation d'Anthony, je pense, c'est vraiment d'être à l'écoute de votre rythme. Exactement. Il faut définir ton propre rythme. Et moi, j'y crois beaucoup à ça, parce que finalement, tu sais, tu vois beaucoup les gens. Alors, avant de partir sur ça, le parallèle avec le sport, c'est que quelqu'un qui va vraiment intégrer le sport comme quelque chose d'indispensable et dans lequel il croit, c'est la régularité. Ouais. Plus tu vas y aller, plus tu vas savoir que c'est bien. Ouais. Si tu veux pouvoir gérer, moi j'adore faire du sport aussi, si je veux pouvoir gérer mon sport, mon boulot, ma vie de couple, mes potes, ma famille, les concours, les machins, les trucs, je suis obligé de planifier ma semaine. Et des fois, je sais qu'il y a des après-midi, volontairement, je les laisse plus libres. D'ailleurs, après, j'ai des rythmes aussi. Il y a des jours où je ne mets pas de réu. J'ai des trucs, je suis un peu cyclique, parce que je sais que chaque semaine, je sais comment m'y prendre. Le parallèle avec les vacances, pour le coup, c'est qu'il y a des gens, je les vois, ils partent en vacances pendant 2 semaines, trop contents, super, ils ont passé des vacances de ouf. Au bout de 1 jour de retour au boulot, ils sont épuisés comme s'ils n'étaient pas partis. Et cette espèce de perte du bénéfice de vacances, parce que du coup, tu reprends de pleine face un contexte ou un environnement qui n'est pas ouf pour toi. Moi, je préfère me dire que j'ai un contexte qui n'est pas simple à gérer. Par contre, je choisis toutes les contraintes. Tu vois ? Je choisis toutes les contraintes. Je choisis de me contraindre ici, là et là, mais pas là. Voilà, c'est le choix que je fais aujourd'hui. Et après, pour les vacances, c'est plutôt ma copine qui me dit en gros, ok mec, c'est cool, par contre on y va, tu vois. Mais, non, mais en tout cas, j'entends une hygiène de vie. En tout cas, t'es obligé. en tout cas, ce qui me parle dans ce que tu dis, c'est
plutôt que de partir 2 semaines et de me cramer dès le premier jour du retour, en fait, c'est au quotidien que j'ai des temps de vacances, au sens littéral du terme, tu vois, des vacances où je fais rien. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et moi, je le vis beaucoup comme ça. Après, ça a ses avantages et ses inconvénients. Parce que du coup, tu déconnectes jamais vraiment à 100%. Oui. Mais ça vient dans un contexte où aussi le projet commence à prendre aussi. Donc, tu es obligé de mettre plus d'efforts là. Tu en mettras peut-être un peu moins après. C'est un rythme. Tu sais que c'est une période particulière parce que là, tu es en train de pulser et que peut-être que dans 1 an ou 2 ans, tu pourras t'accorder peut-être quelques jours et déléguer pleinement à ton équipe. C'est exactement ça. Et moi, j'y crois beaucoup à l'hygiène de vie parce que je suis très dans ce rapport au temps. Je pense que c'est fondamental aussi de s'écouter, quoi. Ouais. Donc des fois, tu as raison, j'ai pas mangé à midi, par exemple, là, en venant. Parce que du coup, j'avais besoin de me concentrer sur un truc. Je me suis écouté et je savais que la prio, c'était de régler ça. Je mangerai en sortant. Tu vois, même mes horaires de nourriture, elles sont en adéquation avec mon agenda. Des fois, je mange à 16h, tu vois. Ouais, mais et ça, c'est pas grave. Mon corps est OK. Ça, c'est tout un apprentissage. La nourriture, c'est un exemple tellement connu. C'est vraiment... et ce sera peut-être la dernière invitation de ce podcast parce que je vois l'heure tourner. C'est fou comme ça passe vite. Ça passe très très vite. Mais vraiment, essayez pendant une journée d'être vraiment à l'écoute de vos sensations. Est-ce que j'ai envie de travailler? Est-ce que j'ai envie de dormir? Si c'est trop une journée, essayez au moins pour une demi-journée. Mais parfois, on a faim parce qu'il est midi. Et on n'a pas vraiment faim. Et le fait c'est un exemple, hein, mais vraiment essayez d'être à cette écoute-là dans la productivité, dans la créa, dans le sommeil, dans la faim, dans l'envie de bouger, de mouvement. Moi, là, je sens que j'ai besoin de mouvement. Et les croyances autour du travail nous disent qu'il faudrait être opérationnel de 9h à 18h sans broncher, faire 1 heure de transport et arriver frais et dispo pour les enfants. C'est un mythe. Donc vraiment l'invitation ce serait soyez à l'écoute et apprenez à vous connaître. Soyez votre meilleur ami. C'est très joliment dit encore une fois. C'est exactement ça. On essaie tous, je pense, de régler... j'aime bien le voir, tu sais, je parle beaucoup du chef d'orchestre. J'aime bien aussi le voir un peu comme un mathématicien ou un peu un savant fou qui a devant lui une équation. Après, c'est le côté un peu scientifique, tu vois, mais chacun des paramètres est à ajuster un petit peu tous les jours. Et j'aime beaucoup le vivre comme ça. Parce qu'en fait, je peux aller au sport le matin, je peux gérer mes réus. Si je suis pas dispo, je suis pas dispo. Par contre, je sais très bien que le soir, si j'ai 3 heures de boulot à rattraper, t'inquiète, je vais le faire jusqu'à ce que ça soit fini. Parce que le lendemain, coup d'après, je suis pas dans le rush quand je viens. Et ça, c'est game changer. Pour moi, ça a été vraiment, en tout cas, c'est une discipline, une grande discipline. Mais j'ai pas de problème avec ça. Je suis indiscipliné, donc j'ai pas de problème avec le fait de me... Tu vois, je le vis pas comme une contrainte. Ouais, c'est vraiment un ajustement permanent. L'heure tourne. Est-ce qu'on va sur le mot de la fin, Anthony? Allez, on peut aller sur le mot de la fin. Alors, allons sur le mot de la fin. Un sujet que tu as envie d'aborder pour conclure l'épisode. On a parlé quand même de beaucoup de choses. On a parlé enfance, on a parlé intention, on a parlé chemin de vie, croyance, spiritualité. On est un peu parti dans tous les sens, mais j'adore ces formats-là. J'encourage vraiment les gens à s'amuser dans leur quotidien, en fait. Je ne sais pas comment mieux le dire. C'est vraiment de ne pas croire qu'il y a des barrières. Tu vois, je pense qu'on imagine trop des barrières un peu insurmontables, alors qu'en fait, ça va demander de l'énergie, ça va demander de la foi, des convictions, mais c'est tellement kiffant d'essayer de te fixer tes propres règles et ton propre mode de vie dans un monde qui va à 100 à l'heure, dans lequel on veut toujours te faire croire ABC, qu'il faut acheter ce dernier truc. C'est faux, et apprendre vraiment à s'écouter, c'est très compliqué. Ma grand-mère me dit que c'est l'aventure d'une vie. Je crois qu'elle a raison, mamie. Mais j'encourage vraiment, en tout cas, les gens à entreprendre au sens large. Ça ne veut pas dire monter une boîte, ça veut juste dire, t'as envie de faire un truc, fais-le. La congruence. La congruence. Belle conclusion, puisqu'on s'est rencontrés sur la congruence. Merci pour le petit clin d'œil. Eh bien, clap de fin, chers auditeurs. On conclura là-dessus. Amusez-vous, amusez-vous. Quelle que soit l'échelle du projet, amusez-vous. Merci Anthony. Merci à toi Mathilde, c'était vraiment top.
Un sujet que tu voulais aborder, c'était la solitude. Bah ouais, quand même. Quand même. Quand même. En tant que... Quand même, on va l'aborder. Ils auraient pu l'appeler un robineau quand même. Quand même. C'est fou, Allez, quand on même. change. On va... Maintenant, quand on va l'appeler dire un robineau. robinet, on dit robineau. Alors, on va l'appeler ça un robineau maintenant.